Le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Alors ça tombe bien, nous avons Nicolas Agbou, donc vous avez écrit un livre de révolte sur le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Donc vous pensez que effectivement le franc CFA était un instrument de domination, parce que ça enlève quelque part les marges de manœuvre à tout un ensemble de pays africains, et ça lui enlève, c'est l'instrument rêvé idéal pour lui ôter toute souveraineté, quoi. C'est ça la thèse que vous développez. Oui. Déjà, il faut rappeler avec force que c'est vrai que la France a été la puissance colonisatrice, etc. Mais en ce qui concerne l'outil monétaire, la France a tiré des leçons de ce que nous appelons le nazisme monétaire, voilà, dont la France a été victime. C'est-à-dire quand les nazis ont pris la France et les autres pays européens, les nazis non seulement versaient du sang, mais aussi au niveau économique et surtout monétaire, ils fabriquaient de la fausse monnaie. Et dans les pays occupés, vous voulez dire? Dans les pays occupés, notamment en France. Et ces billets de banque fabriqués par les Allemands avaient cours légal ici, par exemple en France. Et avec ça, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. Et pourquoi vous dites nazi? Parce que est-ce que tous les pays colonisateurs font pas ça dans les pays colonisés? C'est une spécificité allemande? Oui. Ou est-ce qu'on le trouve partout? Bon, disons que nous nous appuyons sur le côté allemand. Parce que ça vous semble marquant, ça? Oui, c'est marquant, puisque quand même, la première comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien contre l'Allemagne, où c'est l'Allemagne qui va envahir les autres pays. Oui. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que ce puissant outil monétaire avait déjà été testé par l'Allemagne nazie dans les pays occupés. Oui, dans tous les autres pays, mais nous parlons précisément de la France, parce qu'il y a eu perpétuation par la France de ce même nazisme monétaire. Donc, nazisme monétaire, oui. Je vois d'ici les commentaires sur les réseaux sociaux qui vont parler de point Godwin d'entrée, là. Ok. Mais techniquement, ça correspond à quoi comme... Voilà, techniquement, c'est... Comme caractéristique de... Parce que là, vous y allez fort. Hein. Oui, comme outil de domination. Oui, d'abord, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une métaphore. C'est un fait historiquement... Au sens littéral. Pardon? Au sens littéral. Au sens littéral. Nazisme monétaire. Voilà, c'est le nazisme monétaire. Donc, alors, j'ai dit décliner un petit peu, alors voilà. Voilà. Donc, les Allemands fabriquent des faux billets qu'on appelle, bon, pour être plus peut-être, on va dire la monnaie coloniale allemande. Oui. Mais c'est du nazisme monétaire. Et avec ces faux billets, qui n'ont cours légal que par exemple en France, eh bien, les Allemands arrivaient à tout acheter. Ouais, ce sont des faux papiers qui prennent le nom de monnaie ici, par exemple, en France. Vous savez que certains se vendaient sans même avoir besoin de billets en France pendant cette période. C'est autre chose encore, ça. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, d'abord, donc, reconnaître que, et d'abord, bien souligner que c'est du faux billet. Deuxièmement... Nicolas, les faux billets sont acceptés parce que il y a la force, en fait. C'est les militaires qui imposent qu'on accepte le pays. Parce que l'occupant allemand impose. Est-ce que c'était des faux billets fabriqués par l'imprimerie? Non, donc pas par l'imprimerie nationale française. Nous sommes d'accord? Non, pas les Allemands eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que c'était des faux billets qui étaient reconnaissables visuellement. Visuellement ou pas? Oui, visuellement. Ouais. C'est parce que malheureusement ici on n'a pas le PowerPoint, sinon j'aurais montré des spécimens. Donc les Allemands viennent avec eux-mêmes. On pourrait dire que ce n'est pas des faux, mais des vrais billets, mais d'occupation, des billets coloniaux. Oui, c'est ce qu'on appelle une monnaie obsidionale, pour ne pas dire une monnaie de siège. Coloniale, une monnaie de siège. Voilà, une monnaie de siège, une monnaie d'occupation. On sait bien quelle est la légitimité en temps de guerre.
C'est celui qui a le pouvoir qui décide du droit. Hein. Donc, faut bien être d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Et de toute façon, dans tous les cas, le droit international n'est que ça. C'est le pouvoir de la force. Voilà. C'est une politesse quand on a gagné. On dit c'est du droit international. Vous êtes d'accord sur sa définition? Voilà. Ouais. Donc, deuxièmement, non seulement les faux billets qu'eux, ils imposent aux pays occupés comme la France, qui devient pour eux un outil pour s'approprier les richesses du pays. Pour s'approprier les richesses. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse bien fonctionner? On va prendre un exemple. Les Allemands disent au gouvernement français vassalisé qui est ici à Paris, dit bon, par exemple, apportez-nous, admettons, pour 100 millions de pommes de terre. Il est évident que ce ne sont pas les ministres qui sont ici à Paris qui vont produire les pommes de terre. Donc, ils font pression sur le gouvernement français qui lui-même enlève l'argent de sa poche, paye cash les producteurs français, les agriculteurs français. Et en monnaie française? En monnaie française, déjà. Et ils obtiennent les pommes de terre qu'ils exportent en Allemagne. Seulement, les Allemands, pour payer ces Français, ils disent ceci. Nous ouvrons ici, à Berlin, chez nous, pour vous, la France, un compte. Et nous allons mettre un signe plus, c'est ce qu'on appelle créditer un compte, que nous reconnaissons vous devoir, admettons, l'équivalent de 100 millions de Deutschmark. Ah, oui. Seulement pour pouvoir l'utiliser, il faut 2 conditions. Première condition, vous les Français, vous devez importer de l'Allemagne, donc acheter en Allemagne la balance commerciale. Des produits dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition est la plus terrible. Il faut l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Et c'est ainsi... Ah oui, il n'a jamais donné l'autorisation. Donc, alors, ça ne pouvait pas fonctionner s'il n'a pas... Pardon ? Ça ne pouvait pas fonctionner s'il ne donnait pas l'autorisation. Non, mais c'est la force d'occupation. Et ils ont besoin, par exemple, de telles matières ou bien de telles marchandises, eh bien, les Français sont obligés de produire. D'accord. Et d'exporter. On produit des patates et on importe peut-être des machines-outils ou Justement, ils n'importent même pas. Les Français n'importent même pas. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui. Pour l'importation, il fallait l'autorisation et là, on n'avait jamais l'autorisation. Ce qui fait qu'on n'arrêtait pas d'exporter. On n'arrêtait pas d'exporter, mais sans contrepartie. Donc, on devenait de plus en plus endetté. Exporter, c'est tout. Et vous êtes en train de nous dire que ça fonctionne de la même manière pour le franc CFA. Je vais y parvenir, mais j'aimerais que... C'est là où ça va être intéressant. C'est ça que je vois, l'articulation. Et quand vous lisez certains auteurs, comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, il dit que, par exemple... De quel endroit? De la France. De la France, oui, d'accord. Voilà, donc, par exemple, de 1 milliard par mois sont passés jusqu'à 100 milliards, les Français. C'est-à-dire, ils font ce que lui, il appelle un préfinancement. Mais dans la réalité, les Français n'ont jamais récupéré un seul centime. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est ce que nous dit aussi Pierre Arnoux. 1 milliard, 100 milliards, c'est quoi? C'est le chiffre des exportations de patates. Ce sont les chiffres d'exportation. En fait, ce sont les richesses que nous avons consenties. Les Français exportent vers l'Allemagne. En fait, on les a comme données aux Allemands contre de la dette, dont on n'a jamais envoyé. J'avais osé un parallèle. C'est aujourd'hui ce qui se passe avec l'extraterritorialité du droit américain, qui, alors c'est une force d'occupation, qui utilise des motifs fallacieux de corruption, mais qui disent vous êtes corrompus, etc. Et donc qui exporte d'une certaine manière les règles de droit américaines sur l'ensemble de la planète. On l'a vu aujourd'hui avec Alstom et General Electric, et qui, comme ça, vous menacent de 1000 ans de prison et prennent possession des intérêts stratégiques d'un État, en l'occurrence avec l'accord, pour ce qui nous concerne, de l'exécutif français. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est pour expliquer un petit peu à nos auditeurs quelle est cette notion de légitimité, quelle est la notion du droit international, des forces d'occupation. Parce que le droit, c'est pas une entité qui vole comme ça au-dessus de nos têtes. Le droit, c'est simplement mettre en concept la force et essayer de l'imposer par des règles qui finalement soient présentées de manière objective. C'est ça le droit. On est d'accord là-dessus ou... Alors, moi j'arrive à imaginer un droit qui soit... Je suis un peu provocateur, mais... Non, mais oui. C'est que je suis en train d'expliquer... Il faut terminer je vais terminer les composantes du nazisme monétaire. Et on va arriver sur le cas du franc CFA. Donc,
la même chose. On a vu 2 points pour l'instant. Pardon? On a vu 2 points. On a vu la fabrication des faux billets. Oui. Et puis le fait que soit imposé l'exportation de richesses en échange d'un compte. Voilà. Attention, c'est son côté prof, point 1, point 2. Hein. Je vérifie voilà. que c'est... Faut attention. Je suis en train de montrer que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire pour l'appliquer aux Africains. Alors, le deuxième élément que beaucoup ne connaissent pas, c'est que quand le 6 juin 1944, les Alliés, notamment les Allemands, non, les Américains, ont débarqué en Normandie, ils sont venus avec des faux billets français que eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils sont venus avec des dollars américains, des dollars d'occupation. J'ai des spécimens même. Ils ont fait des faux billets français. Oui, français. Voilà. Hein. Ils avaient prévu une monnaie d'occupation sur le même modèle. Hein. Sous le système de Lamgoth. Mais vous voyez que c'est pas que le nazisme. Vous voyez, en fait, c'est tous les occupants bien organisés qui se servent de la monnaie pour asservir. Moi, je suis sur un problème précis pour démontrer que le franc CFA qui circule en Afrique, c'est de faux billets. C'est une monnaie d'occupation. Donc, je disais que la France a connu ça, a eu son expérience. Voilà. Donc, quand le général de Gaulle... Ce qu'il faut peut-être faire une petite incise très rapide, c'est expliquer comment on fabrique de la monnaie, parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. Hein, ça vient du latin, c'est la monnaie fiduciaire, fiducie, c'est-à-dire la confiance. La confiance, on imprime un bout de papier, et normalement, il y a des réserves qui sont conséquentes par rapport à ce bout de papier, et on vous dit, voilà, je te donne ce bout de papier en contrepartie de ton travail, de tes biens, etc. Mais il faut bien comprendre que si cette masse monétaire n'est pas contrôlée, si elle est créée comme ça ex nihilo par des organes, etc., qui sont hors contrôle, finalement, c'est ce que vous appelez la fausse monnaie, les faux billets, c'est-à-dire qu'ils n'ont, premièrement, pas de légitimité d'un point de vue du droit du pays, parce que c'est très important de mettre ces fondamentaux en place, parce que sinon, on va faire la confusion entre fausses monnaies, c'est-à-dire des fausses imprimeries qui impriment des faux billets. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir une souveraineté qui est capable. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être. Donc c'est à ça que je vais en venir. Si tu veux dire que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire, ensuite l'expérience des Américains et le général de Gaulle, qui était bien sûr en exil en Angleterre, a déjà commencé à contester. Quand vous lisez ses mémoires, il en parle. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il a dit, mais c'est une atteinte gravissime à notre souveraineté. Donc, il savait très bien. Il savait ça très bien. C'est ainsi que, parce que lui, il s'est rendu compte que la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, qui était dans les mains d'une centaine de familles, était de connivence avec ces Américains. Donc, le 2 décembre 1945, il a donné des instructions à son ministre de l'économie et des finances, René Prével, de faire un projet de loi pour nationaliser l'émission. Pour nationaliser la Banque de France. L'émission de billets. La Banque centrale. Parce qu'elle était privée depuis Napoléon. Pour ceux qui nous écoutent. Elle était privée depuis. Donc, voilà. Nationaliser veut dire prendre du domaine privé et l'amener dans le domaine public. Et à 93,70%, les parlementaires ont voté la nationalisation de la Banque de France. Bien. Mais dans le même mois de 1945, le 25 décembre 1945, eh bien, le même général de Gaulle l'a appliqué à l'Afrique. Le même général de Gaulle crée, à partir d'un seul décret, je ne dis pas à partir d'une loi, à partir d'un seul décret 45-01-36, article 1er, eh bien, il crée le franc CFA. Le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire exactement ce dont il est en train de se protéger les États-Unis. Il le crée pour ses propres colonies sans aucune... Lui, il se défend, ce qui est normal. C'est intéressant. Il agit en tant que grand patriote, c'est vrai, mais c'est en même temps un colonisateur. Donc, il applique ça à tous les États colonisés, notamment ceux d'Afrique dont nous parlons. Il y en avait déjà 14, c'est ça, 14-15 ? Ils sont 15, ceux dont nous parlons. Maintenant, comment fonctionne ce système ? C'est parce que c'est ça. Ça, c'est l'historique
mais pour montrer que c'est du nazisme monétaire. D'abord, je rappelle avec force, ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Il y a un débat, il y a un débat au niveau européen. Non, bah oui. Non, ça c'est un autre qu'on puisse dire. Nicolas, non, ça c'est un autre problème. On est dans le même état. Oui, nous sommes dans la même situation. Nous on ne fait créons pas souvent ce genre de comparaison, mais j'aimerais, pour ne pas noyer le poisson, voilà. Oui, non, qu'on regarde le problème de l'Afrique de façon précise. Voilà. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. Alors question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ça a pris beaucoup d'ampleur dans les 5 dernières années, notamment la Chine investit beaucoup sur le continent africain. Oui. Est-ce que finalement le franc CFA est une manière de protéger l'Afrique d'une nouvelle colonisation chinoise, ou est-ce que pas du tout, c'est un peu la double peine? Comment ça fonctionne? Par exemple, les Chinois, comment ils font pour investir, pour se développer, pour prendre possession, on le voit, d'un certain nombre de ressources, parce qu'il y a des luttes très féroces entre les États-Unis, on va dire la Chine et la France, dans certains nombres, vous avez vu ce qui s'est passé avec les otages récemment, dans cette zone saharienne, cette zone du Sahel, où on voit toutes les ressources minières, l'uranium, etc. Comment ça se passe? Est-ce que la Chine peut, d'une manière comme ça tout à fait libre, prendre possession des ressources? Est-ce que le franc CFA est une manière de les bloquer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une convertibilité, par exemple, de la monnaie chinoise? Parce que ça, c'est un point clé. Voilà. Le problème de la Chine et des autres grandes puissances, les États-Unis, on peut en parler. Mais je pense, pour donner plus de clarté
à ceux qui nous écoutent sur le problème du franc CFA, il faut, parce que nous sommes limités dans le temps, expliquer grossièrement, enfin, sommairement. Les avantages et les inconvénients. Voilà, les avantages et les inconvénients. Et après, on verra, parce que c'est vrai que la convertibilité, mais après, on verra. Par là-dessus, on peut voir ça. Mais, parce que souvent, les gens ont tendance à évoquer ce genre de problème pour, si vous voulez, faire peur. Et sans comprendre les enjeux. Il faudrait voir les enjeux en positif et en négatif. Je vais rapidement donner l'information sur les 4 principes. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900... Ça veut dire centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973, c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui ne connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays, parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est extravagant. C'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est un compte. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par 2 outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu... À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières. Et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. Toujours à Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres.
Deuxième conséquence logique, vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. Alors l'un et l'autre, vous comprenez qu'une des conséquences... Attendez, on va faire intervenir nos autres invités. Comment vous réagissez par rapport à ça? Notamment, oui, mais il faut que... Je rappelle avec force que je vis en France. Et en France, lorsque vous dites des bêtises, on est en droit de vous traduire en justice. Et quand je parle, c'est pas seulement je parle. Ça dépend qui les prononce. Hein. Oui, d'accord. Mais j'ai mis sur la place publique un livre. Donc on peut m'attaquer. Ce qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, je le démontre. Donc je disais, vous nous donnez l'occasion, un des inconvénients majeurs de ce compte d'opération, comme ils le disent les Français eux-mêmes. Je prends par exemple le cas de Xavier de la Fournière. Il dit que la France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa dette. C'est incroyable. Et il n'est pas le seul. Ça ne marche pas, hein, en l'occurrence. Jean Boissonnant. Mais c'est quand même... Je reprends Jean Boissonnant. Brillant journaliste, c'est vrai. Mais je ne le cite pas comme journaliste. Il était membre du comité monétaire de la Banque de France. Il dit exactement les mêmes choses, que la France utilise justement ce compte d'opération pour prendre gratuitement les matières premières de l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 jusqu'à 1975. Toutes ces matières premières en provenant de l'Afrique étaient prises gratuitement parce que on dit exporter vers nous la France. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était pour illustrer ce que dit Nicolas, je peux vous lire ce que dit. Donc je vais continuer parce que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils soient fixés. Ça ressemble. Alors, attendez, lisez le passage. Lisez le passage. Un pays d'occupation, quoi. C'est vraiment... François, si vous pouvez nous faire juste pour l'illustration de Nicolas. Parce que c'est très précis, c'est très concret. La zone franc a permis, donc Jean Boissonnat, journaliste économique, créateur de l'expansion, etc. L'expansion, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. On a calculé qu'elle représentait en 1960 250 millions de dollars par an d'économie de devises. On a estimé que 500 000 Français en 60 de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Bien. Voilà, c'est quelle page, François? Ça, c'est en page 55. On verra ça après. Oui. Mais c'est ce que faisaient les nazis. Les nazis prenaient les matières, les richesses gratuitement, sans débourser des... C'est ce que font les Anglais aussi. C'est ce que font tous les autres. Ils avaient les colonies, ils avaient la zone sterling. Voilà. Oui, mais quand on résout un problème... Non, mais c'est pas que les nazis, c'est ce que tous les gens... Quand vous installez dans un pays et que vous niez la souveraineté de ce pays, vous vous servez. Donc, on est pas pour nazis. Voilà, donc, moi, je fixe là, parce que je dis et je répète, quand les nazis ont pris la France, je ne vous fais pas un dessin, puisque tout le monde le reconnaît, l'Afrique a joué un rôle très important dans la libération de l'Afrique. De la France. De la France, pardon. Bien sûr. Or, à peine libérée, la France retourne contre l'Afrique. Donc, c'est ce que je suis en train de décrire. Un des éléments importants que nous dit Jean Néné dans son rapport, il dit que la France utilise les devises africaines pour combler le déficit de la balance des paiements. C'est Jean Néné qui dit ça? Oui, oui. Jean-Noël Néné. Jean-Noël, oui, le père de... Nous continuons toujours. Donc, vous voyez bien que cet approvisionnement gratuit que décrit avec justesse Jean Boissonnat, c'est ce qu'il vient de rappeler. Ensuite,
la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ah, ça, c'est un deuxième point, alors, c'est ça? Un des inconvénients. Alors, oui, parce que on est toujours sur le premier point, centralisation. Oui. Et il y a une suite encore dans ce premier, on n'est pas encore passé au deuxième. Voilà. La suite, donc, je suis en train de vous citer quelques exemples, quelques inconvénients. Sinon, si vous voulez, je peux passer à l'autre, aux autres. Mais... Non, finissez voilà. ce point. Soyons fluides, ne faisons pas des sous-ensembles, sinon les gens n'arrivent plus à comprendre. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Ah ben c'est l'histoire de Patrick Drahi, ça, pour les médias, que vous nous racontez. Parce là. Que, non. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait-ce que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêt seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, la France... C'est comme ça que le système tient. Oui, mais nous sommes quand même en train de parler aux gens pour comprendre le système. Donc, finissez l'exemple, oui. Voilà, un seul exemple. Donc, ces intérêts rapportés 1% en aux faveur Africains. de la France plus déçue. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes. On s'en va aider les Africains. C'est ce qui s'appelle... On s'en va prêter l'argent des Africains aux Je fais Africains. juste un petit point. Peu importe le taux, ça veut dire que c'est comme ça, Étienne, qu'on crée de la monnaie. Ouais. Parce que s'il y a une banque centrale qui crée, qui imprime des billets, etc., c'est en prêtant, vous avez un effet levier qui est de 9 par rapport à 10, et chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous faites de la création de monnaie. Et c'est comme ça que c'est ça ce qui est important à comprendre. Voilà. Donc, le crédit, c'est pas du prêt, puisque nous avons d'autres, nous avons les autres principes. C'est la monnaie qui n'existe pas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça soit... Comme Sankara? Que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir, parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Djibo Bakary. Mais en tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place, on a mis Amani Dioré. C'était en 1958. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 1962, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie.
Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre Monet, il a été bombardé par l'armée française. Donc c'est un marché gris et parallèle. J'ai dit, c'est au marché quelques bureaux de change officiels. Monsieur Mattei, dans les bureaux de change, j'ai dit, nous sommes en train de donner des informations rationnelles au public. Oui. Je dis bien, le franc CFA. Il est bon. Il est bon parce que chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit c'est soit des faits, soit c'est rationnel. Voilà. Alors, vous êtes très fort. On peut le vérifier. Il est très fort. Je vais aller plus loin. Vous devriez faire de la politique. Hein. Je vais aller plus loin. C'est une forme de politique. Vous prenez les francs CFA, c'est mis BCAO, donc l'Afrique de l'Ouest. Vous les avez en poche. Vous allez, donc vous, par exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous les avez en poche. Vous allez en Afrique centrale. Vous allez en Afrique centrale. C'est même pas convertible en Afrique centrale. Et vous allez sur le marché. On ne prend pas parce que les deux francs CFA sont pas convertibles entre eux. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Il faut toujours... Non seulement ne pas convertible, mais il ne peut pas être utilisé à Yaoundé, le franc CFA de l'Ouest. J'allais dire, il y a deux... Et à Abidjan, le franc CFA de la... Par rapport à la monnaie, pour être tout à fait dans la vulgarisation, quand vous empêchez les gens de sortir d'un pays, comme c'était le cas, par exemple, de l'Union soviétique pendant des décennies, bah vous faites des frontières, des miradors, vous faites une monnaie non convertible, et vous empêchez les gens de sortir, pour régner, et tous ceux qui sortent, vous les tuez. Ou là. Bien. Bon, sauf que dans le cas des pays africains, ce n'est pas choisi, mais c'est subi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est imposé. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe derrière? D'abord, il y a un cloisonnement commercial entre les deux zones dites monétaires. Vous voyez que les échanges... Il y a des normes qui ne sont pas compatibles entre elles et qui ne permettent pas de commercer. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Alors que commercialement, il pourrait y avoir des échanges. La monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Donc, vous voyez bien que quand on voit le volume des échanges commerciaux entre 10 et 20% en étant exagérément généreux. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, un des inconvénients majeurs, parlez près du micro. Ah oui, ils ne sont pas convertibles entre eux. Tirez le verre. Voilà. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Maintenant, la question, c'est de dire, mais puisque le franc CFA n'est pas convertible finalement, pourquoi on parle de la convertibilité des francs CFA? Eh bien, c'est pour deux raisons majeures. Première raison, car c'est écrit dans les statuts, que comme la France garantit la convertibilité des francs CFA en euros maintenant, eh bien, elle a un droit de regard dans la gestion des francs CFA. Donc, elle est présente au conseil d'administration, au comité des politiques monétaires. Et il suffit d'avoir l'unanimité si vous faites, si vous pas, il n'y a pas l'unanité, voilà. Donc ça ne passe pas. C'est pour pouvoir dire ça, qu'ils disent que c'est convertible. Il faut aller vite là, et sans tenir compte du fait que c'est pas convertible. J'aimerais bien qu'on vienne un peu sur l'aspect culturel. Et sur ensuite l'avenir de la Côte d'Ivoire. Deuxième raison majeure, c'est un enrichissement, c'est un principe qui permet à la France de réaliser ce qu'on appelle un enrichissement sans cause, c'est-à-dire sans travailler. Comment? Écoutez-moi très bien. Lorsque les Africains ont vendu à l'extérieur et qu'ils ont eu la monnaie des autres qu'on appelle les devises, eh bien, qui va convertir ces devises en CFA? Il y a un pays, un seul, qui s'appelle la France. Donc, elle appuie sur sa machine qui est à chamalière, elle prend les devises et elle donne des faux billets qu'on appelle les francs. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage... Est-ce que, selon vous, il y a une relation de cause à effet entre les biens mal acquis? Est-ce que c'est... Non, ça, c'est notre problème. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est un instrument de rétorsion de la France par rapport aux pays africains, ou est-ce que c'est, selon vous, un problème réel de corruption? C'est un problème réel. Non, mais je parle des dirigeants, on les connaît tous. Voilà. Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays. Ces pays, elles vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Oh, donc, même avec l'argent qu'ils empruntent, c'est incroyable. C'est ça le problème. C'est deuxième raison. Ah, ils sont verrouillés de même quand ils s'endettent, on leur donne des devises. J'ai dit que je pèse mes mots. Troisième raison. Quand les membres de la diaspora
font des transferts de fonds à leurs parents, etc. Et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. Bon. C'est incroyable. On a compris le principe. Alors, expliquez-nous. Alors, allez-y. Quatrième dernier moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons et l'APD, c'est l'aide publique au développement. C'est la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est incroyable. C'est la France qui compte. Alors, après, vous comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez bien, ça c'est le principe de la libre convertibilité. Troisième principe qu'on appelle le principe... Vous étiez déjà au quatrième. Non, ça c'était le quatrième. Ah non, c'est le quatrième du deuxième. Troisième, il a plein de choses à dire. Parce que j'ai bien noté. Non, mais il ne faut pas qu'il parle tout le temps, parce qu'après, il y a d'autres invités. On peut toujours... Non, allez-y. On peut toujours... Essayez de résumer, Nicolas. Je pense qu'il faudra qu'on recommence. Mais il faut qu'on résume, c'est vrai, parce qu'on va arriver au bout et il faut que tout le monde ait parlé un peu. Mais moi, je vais vous faire revenir, parce que c'est. En fait, il faut que vous ayez deux solutions en deux mots. Voilà, si non, mais vous voulez. Peut-être finir juste il y a le libellé des principes qu'on appelle le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie stable. La réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner deux exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour avoir 1 euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir 1 euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, son prix augmente. Donc, nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être 3 000, 4 000, 5 000 ou même 20 000 francs CFA. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, à travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Lesquelles devises devraient être utilisées pour acheter des machines, pour investir. Et on maintient l'asservissement et la pauvreté. Et la désindustrialisation, la pauvreté. C'est scandaleux, ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont pris dans un étau. Ils souffrent. Et la conséquence est majeure. Il y en a plein, hein, puisqu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Première conséquence, c'est le gaspillage de ces devises dont je viens de parler. Deuxième conséquence, la difficulté à exporter.
Il y a déjà ça, mais deuxièmement, le franc CFA est soutenu non seulement par les devises, mais avec des stocks d'or que les Africains déposent. Donc, vous voyez bien... C'est encore une monnaie réserve obligatoire. Donc, vous voyez bien que quand la France fait partie des 4 premiers pays qui ont plus de 3500 tonnes d'or, c'est bien l'apport... Une bonne partie qui vient de l'Afrique. Voilà. Ensuite, maintenant, une des conséquences majeures, puisqu'ils ont une monnaie forte, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ils ont tendance à importer les produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, le riz. Ils vont dire, bon, on a un franc CFA fort, on importe le riz de Thaïlande, etc.